Je suis diplômé d'école de commerce, j'ai fait l'EDEC à Lille. Et en sortie d'école, j'ai décidé de créer ma boîte tout de suite. Donc, ça fait 25 ans que je suis entrepreneur dans différents métiers, mais qui ont tous tourné entre le digital et les métiers de l'agroalimentaire. Donc, j'ai fait plusieurs choses en ce sujet. J'ai lancé un site e-commerce de vente de vin en 99, juste avant au grand démarrage de l'Internet. Donc, j'ai commencé très tôt l'Internet. Et puis, j'ai lancé aussi un site de recettes de cuisine qui s'appelle 750 grammes et qui est devenu un site leader en France, que j'ai revendu à un groupe média en 2016. Et depuis, je continue à travailler dans les sujets de la cuisine, du vin et du digital. Donc, aujourd'hui, je travaille pour le groupe SEB, que j'accompagne dans sa stratégie digitale, dans la gestion de contenu autour d'un actif qui m'ont racheté, qui était 750 grammes international. Et j'ai investi dans des technologies de gestion de contenu, dans des modèles logiciels pour faciliter la diffusion du contenu dans les organisations à l'heure aujourd'hui où le contenu va devenir de plus en plus stratégique et où il est de plus en plus compliqué à déployer parce qu'il faut publier tous les jours sur toutes les plateformes. Donc mon expertise, elle est dans la gestion du contenu, euh, notamment dans les métiers agroalimentaires. Moi, je suis un entrepreneur, donc je vis de passion, d'intuition. Et quand on a une intuition, on se lance sur un marché. Et la plupart du temps, on se lance sur un marché qui n'existe pas. Donc, ça m'a conduit à des succès, mais aussi des échecs. Typiquement, 75cl.com était un échec parce que on lançait de manière coûteuse un site e-commerce pour vendre du vin en 1999, alors qu'il y avait peut-être 10% de la population française qui était connectée à Internet. Donc, on se lançait avec une vision d'un marché, tout en ayant en face une population qui n'était pas encore connectée et qui n'était pas encore au rendez-vous et qui n'avait pas les habitudes de l'e-commerce. Donc, ça a conduit cette décision, au final, à abandonner le projet parce que c'était trop consommateur en cash et on était en avance de phase. Dans le cas de 750 grammes, c'est le même logique, c'est-à-dire j'ai lancé ça en 2003-2004. En 2003-2004, on avait un vrai constat, c'est qu'il y avait commencé à y avoir des recettes de cuisine un peu partout sur Internet, mais il manquait de recettes de cuisine qualitatives. Donc c'est comme ça que j'ai lancé 750 grammes, qui est un clin d'œil à 75cl.com, et en disant, on va adosser à des chefs, proposer des recettes de cuisine qui ont été validées par nos chefs et qui vont pouvoir être une rassurance de nos communautés en disant je viens sur 750 grammes parce que je suis sûr, je ne vais pas trouver des millions de recettes, mais je vais trouver des recettes qui ont été validées et qui sont de qualité. Et ça, c'est quelque chose qui a démarré très, très, très vite, qui a eu une très grosse croissance et qui ont fait que le site aujourd'hui a cette notoriété, cette audience. Donc, on est dans cette problématique qui est, quand on se lance, trouver un marché, si on se lance sur un marché qui existe, on a de la concurrence et du coup, c'est très coûteux de pouvoir asseoir ses parts de marché. Soit on est en avance de phase et on est dans l'intuition qu'on est en train de créer un marché et on a une probabilité d'échec qui est non négligeable parce qu'on se lance dans l'inconnu. Il va falloir évangéliser, il va falloir créer le marché, il va falloir trouver ses modèles de développement, bâtir son modèle économique. Il y a un certain nombre d'obstacles qu'il faut lever dans cette hypothèse. Je pense que la mission d'une start-up, c'est de créer un marché ou d'apporter une amélioration sur un marché existant. On ne peut pas avoir des fortes croissances si on n'est pas disruptif dans sa promesse et si on n'apporte pas quelque chose de nouveau. Et apporter quelque chose de nouveau, forcément qu'il y a un marché qui n'est pas encore au rendez-vous et qui n'est pas encore des habitudes. Donc, quand on fait ça et qu'on va voir ses clients, que ce soit en B2C ou en B2B, les clients, au final, ne peuvent pas se rendre compte qu'ils ont un besoin qui n'est pas adressé par un marché.
le consommateur, le client, il achète ce qui est mis à sa disposition et ce n'est pas son job d'imaginer quelle est la solution additionnelle qu'il pourrait lui proposer. Si on remonte dans le temps, quand j'avais un téléphone fixe, je me contentais du téléphone fixe. En tant que consommateur, je ne peux pas m'imaginer qu'un jour, je puisse avoir un téléphone portable, pour, quelle que soit ma mobilité, pour avoir le même service. C'est quelque chose qu'en tant que consommateur, je ne peux pas imaginer parce que je ne suis pas à même de me rendre compte que les barrières technologiques ont été passées et qu'il y a des solutions pour adresser un marché. Donc, quand on a une idée, en fait, on n'est pas totalement révolutionnaire parce que cette idée, elle est rendue possible par une époque, par des avancées technologiques, par des avancées sociétales, par une évolution de la société qui a rendu ce besoin, qui fait naître ce besoin. Aujourd'hui, quand moi j'ai racheté un vignoble à Bordeaux que j'ai reconverti en bio et en biodynamie, j'apporte par rapport au consommateur une vision d'un vin plus propre. Et cette vision, elle est aujourd'hui dans l'air du temps parce que le consommateur, ça correspond à ses besoins. Il veut avoir un acte d'achat plus responsable. Probablement que cette vision, si j'étais arrivé il y a 20 ans, ça aurait été un échec, à la fois en aucun cas un avantage concurrentiel et se condamner à rentrer dans un modèle avec plus de coûts en face. Donc cette démarche, elle était. Alors, il y a des gens qui l'ont fait il y a 20 ans, mais c'était des pionniers qui ont défriché un marché. Aujourd'hui, le marché, il est là et il faut être dans cette ère du temps. Donc, tout le timing est là. C'est-à-dire, il faut innover, il faut créer un marché, mais il ne faut pas être trop tôt. Il ne faut pas être trop tôt. C'est le sprint du Tour de France, quoi. En arrivée, celui qui gagne, c'est celui qui est pas parti, qui s'est pas lancé trop tôt, qui n'est pas parti trop tard et qui est parti au bon moment. Et ça, quand on se jette à l'eau, on ne peut pas tout à fait savoir ça. Il y a forcément une part de risque dans cette appréhension et dans cette prise de décision. On n'invente rien en fait. On a juste les oreilles aux aguets, on rencontre des clients, on écoute des besoins, on a des compétences et une certaine légitimité à adresser à un marché. Et du coup, le croisement de cette capacité à apporter des compétences à un besoin de marché fait qu'on invente une offre et on invente un projet d'entreprise. Donc ça, c'est là-dessus. Après, une fois qu'on s'est lancé, on est éternellement condamné à pivoter. Parce que la première idée n'est pas bonne ou elle n'est pas parfaite. On a posé une vision, une idée globale, une idée vague, et on se lance à l'eau et on la confronte au marché. Et quand on la confronte au marché, le marché nous répond « oui, j'achète, mais pas comme ça ». Ou « oui, j'achète, mais il me manque ça ». Oui, j'achète, c'est génial, et puis après, ils l'utilisent, et puis on s'aperçoit que les utilisateurs derrière n'utilisent pas. Ou oui, je me lance, je bâtis un modèle économique que je pensais tarifairement sur un modèle à coût fixe, et puis je me rends compte que ce n'est pas viable et qu'il faut passer sur un modèle d'abonnement. Donc, notre métier d'entrepreneur, une fois qu'on défriche un marché, c'est en permanence pivoter, s'adapter, se remettre en cause, écouter et jamais croire qu'on a raison. Donc c'est l'autre qui nous renvoie ça. C'est accepter les filles miroirs. Ben, c'est l'expérience, quoi. Il faut se jeter. Alors, l'expérience fait qu'on écrème plus d'idées en amont sur les projets. C'est-à-dire, on sait un peu mieux quels sont les écueils et qu'est-ce qui va marcher ou pas avec l'expérience. Moi, aujourd'hui, ma problématique est de choisir mes projets. C'est pas pour avoir le moins de chances de me planter. Et après, une fois qu'on a choisi ce marché, il faut se le confronter d'abord à un premier client pilote. Et ce premier client, il faut voir si ça fonctionne ou pas. Est-ce qu'il y a un usage? Bon, est-ce que j'arrive à lui vendre? En général, on lui offre. Hein. Le premier client, il faut le tester. Donc, le prix n'est pas la problématique qu'on veut adresser dans un temps 1. Et après, il faut passer du temps avec lui pour voir comment il l'utilise et comment ça lui résout des problèmes.
pour confirmer cette intuition et l'adapter. Et après, la force par rapport à cette expérience de l'entrepreneuriat et du choix du projet et de vérifier s'il y a un marché ou pas, l'entrepreneur averti a cet atout d'expérience, mais il a aussi cette faiblesse parce que quand moi je démarrais à 23 ans et je créais ma boîte, j'étais fou, quoi. Je ne voulais pas regarder quelles étaient en face les contraintes de ce marché. Et j'en avais tellement envie que je me jetais à l'eau. Et du coup, il y a une insolence dans cette prise de décision quand on est jeune qui est une force parce que c'est là où on peut vraiment adresser un marché qui a des obstacles et que quand on a de l'expérience, on peut se dire au final, la barrière à l'entrée, elle est trop élevée et j'y vais pas. Donc, faut écouter, faut s'écouter, quoi. Faut s'écouter, écouter sa passion et, euh, et je crois qu'au final, quand on a vraiment envie et qu'on n'a pas de vraies objections autour de soi, il faut se jeter à l'eau, il faut foncer. Il faut zéro complaisance avec soi-même. C'est-à-dire que un entrepreneur qui n'accepte pas la critique, il est déjà mort avant de commencer. Je pense qu'il faut beaucoup de modestie, il faut aller voir ses clients. Et quand un client me dit ah, ça m'embête parce que cette interface, je mets un clic et que je perds du temps, c'est lui qui a raison. Donc il faut revenir voir ses équipes, revenir voir ses développeurs, si on a un logiciel, et lui dire on corrige ça tout de suite, on le met au planning parce que c'est lui qui a raison. Et ce qui est plus compliqué, c'est que notre client ne sait pas expliquer qu'il est en train de perdre une seconde avec un clic. Parce qu'au final, l'habitude fait quand on utilise quelque chose, un produit, et que ce produit nous satisfait, on ne se rend pas compte à quel point le service pourrait être meilleur. Donc, il faut aller plus loin que ça. Il faut aller voir son client, lui dire, mais tu m'as dit que tu étais super content, mais est-ce que ça te dérangerait que je vienne avec toi une demi-heure, une heure, pour que je te regarde utiliser mon produit et que je te pose toutes les questions parce que j'ai envie d'en savoir plus. Donc, c'est majeur. C'est majeur, cette écoute. Moi, là, dans mon activité viticole, dans mon domaine Château Casbonne à Bordeaux, je viens de me rendre compte que je viens de mettre en œuvre là, sur mon millésime qui sort le mois prochain, que dans notre métier du vin, on perd le contact avec son consommateur parce qu'on a un distributeur, un caviste, un restaurant qui nous distribue. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai mis en place sur les étiquettes un cartouche discute avec le vigneron. J'ai pris un engagement qui est de discuter avec toute personne qui va m'envoyer la photo de la bouteille qu'il a dégustée chez lui, à l'apéro ou en famille à une occasion. Et donc, j'ai initié ça en test sur une cuvée, une première cuvée juste pour tester. Ça a super bien marché. J'ai eu peut-être 50 personnes qui m'ont envoyé la photo de la bouteille en me disant ah, j'ai goûté ça à telle occasion. Et c'est très riche parce que ça me permet de comprendre en disant pourquoi vous avez acheté notre vin, vous l'avez trouvé où, qu'est-ce qui a fait que vous l'avez choisi, quel a été à qui vous l'avez consommé, quel a été le contexte de consommation, vous l'avez servi à telle température. Je discute avec eux et en fait j'apprends plein de choses. J'apprends plein de choses sur le cheminement de ce consommateur qui a choisi ma bouteille. Et du coup, l'apprentissage de ça, ça impacte sur ma communication, ça impacte sur ma commercialisation et comment je vais travailler, ça impacte sur le service que je vais apporter à mon distributeur, simplement parce que j'ai mis en place une logique d'écoute et un process d'écoute. Donc là, dès le millésime 2019, j'ai 80 000 bouteilles qui vont porter cet encart, discutent avec le vigneron pour que les gens… Alors j'espère qu'il n'y en a pas 25 000 qui vont me contacter, ça va être un peu compliqué, mais à la limite, c'est un bon problème. J'ai mis en place ce module d'écoute auprès de potentiellement 80 000 consommateurs en leur disant discuter, si vous voulez, on discute ensemble, ça m'intéresse qu'on discute ensemble. Et puis après, du coup, en retour, c'est une image perçue des vignerons qui n'est pas la même.
Parce que tout d'un coup, un produit de masse qui est distribué devient one-to-one, quoi. Il y a un vrai service autour, quoi. Donc l'écoute est majeure. Il faut aller plus loin que ce que nous remonte notre client. Notre client, globalement, il nous dira toujours « Ouais, je suis content de ton service, merci ». Mais ça ne suffit pas. Il faut aller chercher l'objection derrière, il faut aller comprendre qu'est-ce qu'il ferait qui serait encore plus content. Je trouve que vivons cachés, c'est la première des erreurs. Pourquoi? Parce que les idées, ça vaut rien. Quand je trouve une idée, on est 100 sur un marché donné à avoir la même idée en même temps. Parce que j'ai eu cette idée, parce qu'il y a eu des évolutions sociétales, parce qu'il y a eu des évolutions technologiques qui rendent possible cette idée. Ça ne sert à rien d'avoir l'idée du téléphone portable dans les années 70. Par contre, quelqu'un qui arrive dans les années 90 chez un constructeur et qui a l'idée du téléphone portable, là, elle est possible. Et à ce moment-là, il y a tous les constructeurs du monde qui ont la même idée et qui disent on va lancer le téléphone portable. Donc les idées valent rien. La seule chose qui a de la valeur, c'est la mise en œuvre. C'est-à-dire exécuter son plan d'action rapidement, le plus vite possible. Et à partir du moment où mes idées valent rien et je veux exécuter le plus vite possible, mais il faut communiquer le maximum pour que je multiplie les opportunités de rencontrer des gens, de nouer des partenariats pour accélérer la diffusion de mon idée et le développement de mon entreprise. Alors, je ne dis pas de communiquer quand on n'est pas prêt. Je veux dire, si je suis en train d'inventer le téléphone portable, je ne vais pas dire que je suis en train d'inventer le téléphone portable. Mais je vais communiquer le jour où mon offre est prête. Et dès ce jour-là, il faut y aller à fond. Donc non, vivons pas cachés. Moi, dans mes activités, je suis extrêmement transparent sur les évolutions, sur les recherches, sur les avancements, qu'est-ce qu'on fait. Parce que je considère que si j'ai peur de faire ça, ça veut dire que je crois que je ne vais pas plus vite que les autres. Si je vais plus vite que les autres, de toute façon, ils ne peuvent pas me rattraper. Ils ont déjà un coup de retard quand je raconte quelque chose. Donc moi, je suis un partisan de la parfaite transparence et plus on communique, plus on va vite. Ah, c'est compliqué. Il y a beaucoup de chance. Beaucoup de chance. J'en suis absolument convaincu. Il faut être au bon moment, au bon endroit. Ça, c'est le premier élément. Et après, une fois que j'ai cette chance, il faut être passionné, il faut être bon, il faut être très professionnel. Et il faut dérouler. Donc la chance, c'est le prérequis, être là au bon moment, sur la bonne idée. Et après, il faut la bonne équipe, la bonne énergie. Faut rien lâcher pour réussir. C'est-à-dire, si j'ai de la chance, je suis un mauvais exécutant, je me plante. Si j'ai pas de chance, il n'y a pas de sujet, quoi. Je ne peux pas réussir, même le meilleur du monde. Là, l'activité logicielle dans laquelle j'ai investi et sur laquelle on a travaillé sur de la gestion de contenu, qui va s'appeler Brand Deploy, j'ai lancé cette activité il y a 4 ans, je me suis planté. Et j'ai lancé exactement la même chose, c'est-à-dire ce logiciel de gestion de contenu pour faciliter la production et la diffusion de contenu, parce que c'était majeur dans un métier de média pour moi. Et donc, je l'ai appliqué au modèle média. Donc, je me suis planté parce que j'ai développé une bonne techno basée sur un modèle économique qui était en décroissance et qui n'avait pas d'avenir. Donc, je me suis planté, j'ai perdu 4 ans. Là, il se trouve qu'on a fait venir dans le projet un nouvel associé qui va faire tout le développement et diriger l'activité. On se redonne les moyens de remettre de l'énergie sur ce projet, bâti sur un nouvel modèle économique qui va être un modèle économique B2B pour faciliter la production de contenu et la diffusion de contenu dans les organisations. Donc, on voit bien que j'avais la bonne vision, on avait la bonne vision en 2016 quand on a lancé ce projet. Cette vision, elle était bonne. On est parti dans la mauvaise direction, on a perdu 3 ans. Et aujourd'hui, on arrive
avec une nouvelle vision, avec des fondations qui ont été faites et des technologies qui ont été développées. Au final, ce n'est pas perdu, parce que ça nous fait gagner 2 ans dans le développement de notre nouvelle activité. Mais il faut remarketer une offre, il faut adresser une nouvelle cible, il faut lever les nouvelles barrières, il faut comprendre qui sont ses clients et il faut refaire tout le boulot. Donc voilà, en 2016, je n'ai pas été visionnaire. Je suis parti sur le média parce que c'était la compétence que j'avais et je sortais du métier de média avec 750 grammes et je savais faire. Je voyais les limites du média dans sa capacité à produire du contenu et je pensais qu'on pouvait l'industrialiser et avoir un vrai atout concurrentiel dans le domaine du média. C'était vrai, mais sur un mauvais marché. Donc, on a réussi à bâtir un groupe média, mais ce groupe média n'avait pas les modèles économiques suffisants pour payer la masse salariale de nos équipes. On est monté à 40 personnes. On s'est vraiment planté. Aujourd'hui, on va repartir sur une nouvelle base. Donc c'est bien une illustration que en fonction de son cursus, de ses compétences, on peut parfois partir dans des directions parce qu'on est meilleur dans cette direction, mais pour autant, ce n'est pas la meilleure décision objective parce que ce n'est pas ce que j'aurais dû faire en 2016. Il y a 10 coureurs qui peuvent gagner le 100 mètres du Tour de France. C'est celui qui va prendre la bonne décision à la seconde près qui gagne le sprint. Et pourtant, il y en a 10 de compétents. Mais pourquoi il a eu cet éclair de génie de démarrer son sprint 7 secondes avant l'arrivée et pas 12 secondes avant l'arrivée, c'est super compliqué à décider. Et d'ailleurs, ils ne réussissent pas à tous les coups. Ce n'est pas toujours le même sprinter qui gagne le sprint. Ils sont tous bons. Il n'y en a qu'un qui va réussir parce qu'il va avoir le bon timing. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, il n'y a pas que ça comme erreur. Parce que le timing, j'y peux pas forcément grand-chose. On se lance et c'était bon ou c'était pas bon. On fait des erreurs plus importantes. Première des erreurs, mais qui est à la fois une force, c'est qu'on fait ce qu'on désire. On se lance sur le projet qu'on a envie de faire. Et ça, c'est la première de nos faiblesses, de partir sur pas faire ce qu'il faut faire, mais faire ce qu'on a envie de faire. En même temps, on ne peut pas réussir si on n'a pas envie, si on n'a pas une passion qui nous donne envie de réussir jusqu'au bout et de s'accrocher jusqu'à que ça marche. Si on n'a pas cette énergie, ça ne peut pas marcher. Mais en même temps, ça nous amène dans des voies qui ne sont pas des voies très objectives. C'est-à-dire, un financier raisonne mieux qu'un entrepreneur dans l'absolu. Le financier, il rationalise une décision en disant et il a raison dans son analyse. Par contre, il ne peut reproduire qu'un modèle qui existe déjà. Donc, notre force et notre faiblesse, c'est qu'on part sur des territoires en prise de risque et en n'écoutant pas les gens autour de nous qui nous disent « vous allez vous planter », c'est parce qu'on a envie de le faire, quoi. Donc on devient complètement irrationnel. Et après, il ne faut pas que cet irrationnel nous enferme. Il faut être capable de se challenger, d'être très honnête intellectuellement et d'accepter la critique. C'est-à-dire accepter la critique de son entourage, accepter la critique de ses collaborateurs autour de soi, accepter la critique de ses clients. Donc il faut être à la fois complètement fou, c'est-à-dire il faut se lancer sur une intuition et écouter personne parce qu'on est convaincu de cette intuition. Et en même temps, une fois qu'on s'est jeté à l'eau, être dans une paranoïa et une remise en cause totale pour être capable de rechallenger son idée. Donc, ce n'est pas un exercice facile. On ne peut pas être parfaitement… c'est tellement schizophrène comme approche qu'on peut pas être… on peut jamais faire le schéma idéal, quoi. Les moments où j'ai été le meilleur, et typiquement la phase 2016, c'est les moments où j'avais le moins de moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon retour d'expérience de ces dernières années, c'est que mes meilleurs succès, c'est quand j'ai eu le moins d'argent disponible pour réussir mon projet.
Parce qu'on est condamné à l'excellence en termes de gestion, à la prise de décision, même pour dépenser 500 euros, on est obligé de rechallenger l'idée. Donc, je pense que moi, mon retour d'expérience aujourd'hui, en ce qui me concerne, ce qui n'est pas valable pour tout le monde, c'est que si je dois recommencer, je recommence avec très peu de moyens jusqu'à ce que je sois certain que le projet est en train de prendre et réussisse. Si je ne suis pas le meilleur pour réussir un projet si on me met 2 millions d'euros sur la table. Si on me met 2 millions d'euros, je vais faire plein de choses, notamment des choses qui ne sont pas absolument nécessaires. Par contre, si on est trois et qu'on a 200 000 euros de budget pour le faire, on va être excellent sur cette première étape. Donc, en ce qui me concerne, ça amène au sujet de la levée de fonds. Je dis attention. Des gens qui sont capables d'aller chercher de l'argent, lever des fonds, est-ce qu'ils vont garder le même esprit et est-ce qu'ils vont rester un peu paysans dans leur approche? Ce n'est pas certain. Alors, il y a des gens qui vont le faire très bien. Je pense que c'est un conseil qui n'est pas généralisable. Mais moi, en ce qui me concerne, c'est l'obligation, restreindre les moyens, c'est une obligation à la moindre décision, la challenger et prendre sur la moindre petite décision qu'elle soit bonne. Qui est les arbitrages en permanence. Donc notre nouveau projet, on part avec très peu de moyens. On dit, bon, on a déjà développé la techno, l'investissement a déjà été fait, on part avec une petite équipe et notre mission, c'est de faire en sorte que 3, 4, 5 clients utilisent quotidiennement la solution qu'on va développer et qu'ensuite, ces gens-là se disent c'est formidable votre produit. Et dès qu'on aura réussi ça et qu'on aura déjà un premier chiffre d'affaires modèle économique, à ce moment-là, on aura levé tous les obstacles et à ce moment-là, on accélérera. Mais pas accélérer trop tôt. En conclusion, moi je dirais, vous avez une idée, vous y croyez, foncez. C'est votre force. La force, ce qui est le plus rare, c'est l'énergie. Il y a peu de gens qui ont de l'énergie et c'est l'énergie qui est rare. Une fois que vous avez l'énergie, jetez-vous à l'eau. Une fois que vous avez vérifié que dans votre entourage et auprès de gens compétents, il y ait quand même une certaine adhésion. C'est-à-dire cette énergie, il faut quand même la prévalider en allant voir des clients, des cibles, des prospects pour vérifier que des fois on croit qu'on a une bonne idée, puis quand on va rencontrer des gens, on dit mais je le fais déjà. J'ai déjà telle solution et j'ai déjà résolu le problème que tu m'évoques de telle façon, telle façon. Et quand on a 3 personnes en face qui nous répondent ça, ça veut dire qu'on pensait avoir une bonne idée, mais ce n'en est pas une. Donc une fois qu'on a validé cette idée, on fonce et on se mettre en mode d'écoute paranoïaque et considérer qu'on n'est pas encore dans le vrai et qu'il faut écouter tout le monde pour améliorer, jusqu'à que ça roule tout seul. Et là c'est plus, on rentre dans une démarche de gestionnaire, de développeur, et tous les profils ne sont pas bons pour faire ça. Typiquement, moi, je suis plutôt meilleur dans la première phase. La deuxième phase, j'ai vite tendance à m'ennuyer. C'est pas, je le fais, mais c'est pas là où je suis le meilleur. Donc, il faut être conscient de ses forces et ses faiblesses, et puis après, voilà, avec un coup de chance, ça va marcher.